Bienvenue sur... Pendant 4 jours, le gouvernement iranien a répété la même chose au monde entier. Il n'y aura pas de deuxième ronde de pourparlers à Islamabad. Le communiqué d'IRNA a qualifié l'annonce américaine de manœuvre médiatique. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dit qu'il n'y avait pour l'instant aucun projet de participer à des négociations avec les États-Unis. Le président du Parlement, Ghalib, a présenté la position de Donald Trump comme une tentative de transformer la table des négociations en table de reddition, ou de justifier un retour du bellicisme. Le premier vice-président iranien, Mohammad Reza Aref, a affirmé que tant que le blocus militaire se poursuivrait, l'Iran continuerait d'exercer une pression économique mondiale en restreignant la navigation navale. Toutes les voix officielles iraniennes qui se sont exprimées publiquement entre dimanche et lundi matin ont transmis le même message, avec des mots différents. L'Iran n'irait pas. Puis, dans les dernières heures avant l'expiration prévue du cessez-le-feu, quelque chose a bougé au sein de la structure décisionnelle la plus opaque et la plus déterminante du Moyen-Orient. Le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Kameh, l'homme qui a pris le pouvoir après l'assassinat de son père le 28 février, l'homme qui n'est pas apparu publiquement depuis le début de cette guerre, l'homme dont la condition physique, selon les renseignements américains, pourrait inclure de graves blessures, a donné son feu vert. Les négociateurs iraniens iraient à Islamabad. La délégation dont IRNA disait qu'elle n'existait pas montrée à bord d'un avion. J.D. Vance, que Trump avait d'abord dit ne pas vouloir envoyer pour des raisons de sécurité avant de se raviser quelques heures plus tard, est en vol vers le Pakistan en ce moment même. Avec Trump, même l'horaire du voyage doit survivre à un rebondissement de conférences de presse. Ce sont les 24 heures les plus importantes de 52 jours de guerre. Personne, ni les marchés, ni les agences de renseignement, ni les médiateurs pakistanais qui ont maintenu cette voie diplomatique en vie contre toute attente, ne sait exactement ce qui va se passer lorsque les deux délégations s'assiéront face à face dans une salle de conférence de l'hôtel Serena avec un cessez-le-feu qui expire ce soir. Pour comprendre pourquoi l'approbation du guide suprême compte bien davantage que n'importe quel autre signal dans cette guerre, il faut comprendre le problème structurel précis qui a fait échouer la première ronde de pourparlers à Islamabad. Vance a passé 20 et 1 heure à négocier avec le ministre des Affaires étrangères Araghchi et le président du Parlement Ghalib, au fil de 3 rondes de discussions directes et indirectes. Il est reparti sans accord et a révélé quelque chose de bien plus important que le simple titre annonçant l'absence d'entente. L'équipe iranienne à Islamabad n'était pas en position de conclure un accord. Le problème n'était pas la mauvaise foi, et ce n'était pas seulement que les positions étaient trop éloignées. Le problème, c'est que les personnes assises de l'autre côté de la table n'avaient pas l'autorité constitutionnelle nécessaire pour prendre un engagement contraignant sur les questions qui comptaient réellement. Dans le système iranien, le programme nucléaire est une question suprême de sécurité nationale. Ce dossier n'est pas délégué au ministre des Affaires étrangères ni au président du Parlement. Il relève du guide suprême. Araghchi et Ghalib pouvaient discuter, envoyer des signaux, resserrer le langage, proposer des cadres. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était engager l'Iran sur l'enrichissement, sur le stock nucléaire, sur le statut permanent du détroit d'Ormuz, sans un mandat venant directement du bureau du guide suprême. Les 20 et 1 heure passées à Islamabad ont échoué, non pas parce que les diplomates ont échoué, mais parce que l'autorité de dire oui n'était pas dans la pièce. Ce qu'Axios a rapporté durant la nuit, en citant 3 sources américaines, c'est que Mojtaba Kameh a maintenant donné ce feu vert. Non pas au moyen d'une déclaration publique, ni d'une annonce officielle publiée par une agence de presse iranienne, mais par une décision privée, transmise par l'entremise de canaux que le Pakistan construit et entretient depuis le début de ce conflit. Cela signifie que les négociateurs iraniens ont maintenant l'autorisation de prendre des engagements allant au-delà de ce que Ghalib et Araghchi pouvaient offrir lors de la première ronde. Voilà ce que l'expression approbation du guide suprême signifie réellement sur le plan opérationnel. Cela signifie que la délégation qui arrive aujourd'hui à Islamabad porte un mandat qu'elle n'avait pas il y a 11 jours. Cela signifie que lorsque Vance posera la question qui a fait échouer la première ronde, la question d'un engagement contraignant sur les armes nucléaires, la réponse pourrait être différente cette fois. Non pas parce que l'Iran a changé de position idéologique, mais parce que la personne dont l'autorité sur cette position est absolue a maintenant autorisé une réponse que la délégation d'Islamabad n'était pas auparavant habilitée à donner. La manière dont ce feu vert est arrivé dit quelque chose d'important sur le rôle du Pakistan dans ce conflit.
Le maréchal Haïm Munir s'est rendu à Téhéran le 15 avril. Le Premier ministre Sharif s'est entretenu directement avec le président iranien Pechkin. Les responsables pakistanais ont décrit cette semaine d'intense travail en coulisses comme le processus d'Islamabad, présentant délibérément ce qui avait commencé comme une seule ronde de pourparlers d'urgence, comme une architecture diplomatique continue. L'ambassadeur d'Iran a déclaré la semaine dernière à Islamabad que Téhéran mènerait des pourparlers au Pakistan et nulle part ailleurs, parce que le Pakistan inspire confiance. Cette déclaration de confiance institutionnelle envers le Pakistan comme lieu de médiation n'est pas une simple courtoisie diplomatique. Elle reflète le fait que le Pakistan est le seul pays, dans l'alignement géopolitique actuel, à disposer simultanément de crédibilité auprès de Washington, de Téhéran et de Pékin, qui poussent aussi l'Iran vers l'engagement par ses propres canaux. Ce que le Pakistan a obtenu dans les 72 heures suivant le refus public de l'Iran de participer a apparemment suffi à modifier le calcul du guide suprême sur la question de savoir si l'envoi d'une délégation dotée d'un véritable mandat valait le coût politique à l'interne. Ce coût politique n'est pas négligeable. L'attitude publique de l'IRGC tout au long de cette guerre a été celle d'une défiance stratégique. L'agence Tasnam News Agency, affiliée à l'IRGC, a constamment soutenu que l'Iran ne s'était pas rendu, que le blocus relevait de la piraterie et qu'il n'y aurait pas de négociation sous contrainte. Le président du Parlement, Ghalib, qui agit lui-même comme négociateur en chef de l'Iran, a publiquement qualifié lundi la table des négociations de table de reddition. Ces déclarations n'étaient pas des erreurs. Elles reflètent l'existence d'une véritable faction au sein de la structure du pouvoir iranien, les commandants de l'IRGC et leurs alliés politiques, qui estiment qu'aller à Islamabad avec un véritable mandat constitue une concession sapant tout ce qu'ils ont dit au public iranien à propos de cette guerre. Quand Mojtaba Khaimi a passé outre à cette faction et a autorisé la délégation à se présenter avec une véritable autorité, il a pris une décision dont l'IRGC se souviendra. Qu'il l'ait fait parce que les dommages économiques causés par le blocus sont assez graves pour exiger une sortie, ou parce que les canaux discrets du Pakistan l'ont convaincu que l'offre américaine est sérieuse, ou parce que les images satellites de chargeuses frontales dégageant les entrées des tunnels de missiles pendant le cessez-le-feu lui ont donné confiance dans le rétablissement du levier militaire iranien, cela reste inconnu. Ce qui est visible de l'extérieur, c'est le résultat. La délégation qui disait ne pas exister est en route vers le Pakistan. Le comportement de Trump, au cours des 48 dernières heures, a suivi le modèle qui a défini chaque grand moment de ce conflit. Menace maximale en public, flexibilité maximale en privé, et l'écart entre les deux comblé par des intermédiaires pakistanais. La formule Trump continue de traiter la diplomatie comme un rassemblement électoral avec de meilleurs tapis. Il a dit à un journaliste de PBS News au téléphone lundi que beaucoup de bombes commenceraient à exploser s'il n'y avait pas d'accord. Il a publié dimanche sur Truth Social que les États-Unis détruiraient toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran si les négociations échouaient. Il a écrit « No more Mr. Nice Guy ». Pour la machine de communication pro-Trump, le premier réflexe consiste souvent à mettre le feu à la pièce sur le plan rhétorique, puis à appeler ça du levier. Ce sont les mêmes instruments rhétoriques qu'il a utilisés le 7 avril, lorsqu'il a écrit qu'une civilisation entière mourrait ce soir-là, 6 heures avant la matérialisation du cessez-le-feu. Ils servent un objectif précis dans le cadre de négociations de Trump. Ils créent un climat de pression publique qui donne à l'autre camp une couverture intérieure pour faire des concessions, en permettant à sa direction de dire à la population qu'un accord a été conclu sous une menace existentielle et non par capitulation volontaire. Le guide suprême iranien peut dire à l'IRGC que l'alternative était la destruction de toutes les centrales électriques et de tous les ponts. La négociation devient alors un calcul militaire et non une reddition politique. Le maximalisme théâtral de Trump est l'instrument qui rend les concessions de l'Iran politiquement supportables à l'intérieur de la structure interne du pouvoir iranien. Les deux camps le comprennent. Les deux camps en ont besoin pour que cela fonctionne. C'est un style où le titre arrive d'abord, la politique arrive plus tard, et tout le monde autour est censé applaudir le suspense. Trump a aussi fait quelque chose de plus concret, qui révèle sa propre évaluation de la situation des pourparlers. Il a prolongé l'échéance du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu initial de 2 semaines, conclu le 8 avril, expire aujourd'hui, mardi 20 et 1 avril. Trump a dit aux journalistes lundi que l'échéance serait mercredi soir, heure de Washington. En faisant cela, même sans le présenter publiquement comme une prolongation officielle convenue avec l'Iran, il a créé 24 heures supplémentaires de couverture de cessez-le-feu pour permettre aux discussions de commencer
et de montrer des progrès initiaux avant l'épuisement de l'horloge militaire. Dans l'univers Trump, même une échéance peut être rebrandée au milieu d'une phrase si l'image a besoin d'un nouveau coup de pinceau. Trump a aussi dit qu'il aimerait beaucoup assister en personne à la rencontre, mais qu'il ne croyait pas que sa présence soit nécessaire. Selon lui, il va y avoir une rencontre. Ils veulent une rencontre. Ils devraient vouloir une rencontre. Et cela peut bien se passer. Ce ne sont pas les paroles d'un président sur le point de bombarder des centrales électriques. Ce sont les paroles d'un négociateur qui croit que le cadre qu'il a décrit à Axios comme essentiellement réglé a encore assez de souffle pour survivre à une autre ronde de négociations en face à face. C'est le même écran partagé bien connu, l'apocalypse dans le message public, l'optimisme dans le discours de vente. L'objectif des pourparlers d'aujourd'hui, selon les informations d'Al Jazeera obtenues auprès de responsables pakistanais, n'est pas de produire un accord final et global sur les armes nucléaires, le statut permanent du détroit d'Ormuz, l'allègement des sanctions et les réparations de guerre. Ces questions sont trop complexes pour une seule séance, alors que l'échéance du cessez-le-feu approche à quelques heures près. L'objectif immédiat est une prolongation du cessez-le-feu et un accord-cadre structurant la manière dont les enjeux plus vastes seront négociés dans les semaines et les mois qui suivront. Le Pakistan a explicitement présenté cela comme un processus continu d'Islamabad plutôt qu'une négociation finale décisive. Les questions pratiques qui exigent des réponses aujourd'hui sont plus étroites que l'ensemble du conflit, mais elles n'en sont pas moins lourdes de conséquences. Combien de temps durera la prolongation du cessez-le-feu et à quelles conditions? Le blocus naval américain des ports iraniens sera-t-il allégé ou levé pendant un cessez-le-feu prolongé, ce qui répondrait à la plainte centrale de l'Iran, selon laquelle le blocus lui-même viole l'entente initiale de cessez-le-feu? L'Iran prendra-t-il un engagement formel sur l'enrichissement nucléaire, même conditionnel ou limité dans le temps, permettant à Trump de revendiquer l'atteinte de l'objectif central de la guerre? Le détroit d'Ormuz rouvrira-t-il dans le cadre d'un mécanisme vérifié empêchant l'une ou l'autre des parties de s'en servir comme levier pendant les pourparlers prolongés? Le premier vice-président iranien, RF, a formulé avec une clarté inhabituelle la ligne rouge de son pays dimanche. Le choix a été présenté comme clair. Soit un marché pétrolier libre pour tout le monde, soit le risque de coûts importants pour tout le monde. La stabilité des prix mondiaux du carburant dépend d'une fin garantie et durable des pressions économiques et militaires contre l'Iran et ses alliés. Voilà le prix exigé par l'Iran. Mettre fin au blocus. Lever la pression économique. Garantir qu'elle ne reviendra pas. En échange, l'Iran rouvrira Ormuz et s'engagera sur les questions nucléaires dans un processus diplomatique soutenu. La ligne rouge des États-Unis, telle qu'énoncée par le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, Stephen Miller, est que Trump a une limite absolue. L'Iran ne peut pas développer d'armes nucléaires. La question n'est pas que l'Iran ne puisse enrichir de l'uranium à aucun niveau, mais qu'il ne puisse pas développer une arme réelle. L'écart entre la demande iranienne d'un allègement économique garanti et l'exigence américaine de non-arsenalisation nucléaire garantie est réel, mais il n'est pas infranchissable. Une suspension de l'enrichissement pendant 5 ans, combinée à une surveillance de l'AIEA et à une levée progressive du blocus liée à des étapes de vérification, constitue la forme d'un accord qui répond aux lignes rouges des deux camps, sans obliger l'un ou l'autre à abandonner officiellement sa position publique. Même dans ce cas, le camp Trump résiste rarement à l'idée d'emballer une ligne technique étroite, comme s'il s'agissait d'un suspense de fin de saison. Le cessez-le-feu tient depuis 13 jours malgré des incidents qui auraient fait éclater n'importe quel arrangement moins fragile. Des vedettes de l'IRGC ont tiré sur des pétroliers indiens. L'USS Spru a percé la salle des machines du Tuska et les marines ont saisi le navire. L'Iran a rouvert Ormuz un vendredi et l'a refermé un samedi. 0 pétrolier n'a transité par le détroit dimanche. Trump a menacé les centrales électriques et les ponts. Ghalib a qualifié la table des négociations de table de reddition. Araqchi a dit que les pourparlers étaient un jeu médiatique. Puis, dans les heures précédant l'échéance, quelque chose a bougé. Le guide suprême a donné son feu vert. La délégation qui n'existait pas est montée dans un avion. Vance est dans les airs. La même équipe américaine de 3 personnes, qui a passé 20 et 1 heure à Islamabad il y a 11 jours, reprend le même vol, avec les mêmes hôtes pakistanais, la même salle de conférence à l'hôtel Serena et un cessez-le-feu qui expire mercredi soir, heure de Washington. La différence, cette fois, c'est que la délégation iranienne qui atterrit à Islamabad transporte ce que celle du 11 avril n'avait pas,
Un mandat du seul homme qui détient l'autorité ultime sur toutes les décisions qui comptent réellement dans cette guerre. La question que les prochaines 24 heures trancheront est de savoir si ce mandat est assez large pour produire l'engagement que Vance n'a pas pu obtenir en vain et un heure il y a 11 jours. 52 jours de guerre, plus de 3000 morts, une crise énergétique mondiale, un blocus naval, un navire iranien saisi, des pétroliers indiens pris sous le feu, des chargeuses frontales dégageant des tunnels de missiles pendant un cessez-le-feu, 49 pays réunis à Paris sans l'Amérique, et une bourse qui a atteint des sommets historiques avant de s'effondrer en une semaine. Tout se joue désormais dans ce qui se passera dans une salle de conférence d'hôtel à Islamabad, entre maintenant et mercredi soir. Mercredi soir est l'échéance ferme, et ce qui sortira d'Islamabad au cours des prochaines 24 heures déterminera si cette guerre prend fin, se prolonge dans un nouveau cadre, ou redémarre avec des cibles comprenant toutes les centrales électriques et tous les ponts de l'Iran. Puisque le guide suprême de l'Iran a approuvé en privé des pourparlers que l'Iran a refusé publiquement pendant 4 jours, la question centrale est de savoir si le mandat donné par Mojtaba Khaim à la délégation est assez large pour produire l'engagement nucléaire qui a fait échouer la première ronde à Islamabad, ou s'il ne s'agit que d'une manœuvre de prolongation du cessez-le-feu qui repousse de quelques semaines le moment du règlement final, au lieu de mettre fin à la guerre. Et si le camp Trump obtient un accord partiel, il l'annoncera presque certainement avec toute la retenue calme d'une usine de feux d'artifice qui découvre les lettres majuscules. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À bientôt.